Allez, je vous lis le petit message de Marine, donc prépa ECG. Donc ECG, c'est économique et commercial. Donc il y a pas mal d'élèves qui avaient postulé pour des prépas ECG l'année dernière. Donc elle est à Nice. Alors, donc je suis toujours en prépa ECG économique et commercial, voie générale à Nice. Je suis en vacances depuis vendredi car il y a un décalage avec Toulouse. J'aurais aimé passer à Champollion, mais je ne rentre pas à Figeac en février. Sinon, au niveau de la prépa, on m'avait pas menti, c'est assez éprouvant. Les professeurs sont bien plus exigeants. Mais je ne regrette pas du tout, les cours sont tellement intéressants. J'aime tout particulièrement ceux de géopolitique et de culture générale. Alors Marine, elle était quand même très littéraire et voilà. Je sais, oui, tu fais ça. Donc elle, c'était plutôt sa branche. Elle avait un peu plus de mal dans tout ce qui était sciences, mais elle s'est accrochée, elle a gardé les maths jusqu'au bout, mais pour pouvoir faire ça. Elle avait plutôt, on va dire, autour de, en travaillant pas mal, elle avait 11, 12 l'année dernière, mais pas plus. Je ne me serais jamais cru capable, il y a un an, de faire de telles choses et même de travailler autant. Pourtant, elle travaillait déjà beaucoup. Ça fait un choc au début d'avoir cours le mercredi après-midi et DS le samedi matin. Mais honnêtement, pour ceux qui appréhendent cela, on s'y habitue vite. Concernant les maths, ça reste toujours mon gros point faible. Donc ces trois premiers DS, le premier c'était 4,2, 32e sur 42, le deuxième 7,3, 21e, le troisième 6,8, 26e. Ensuite, il y a les notes de colle qui expliquent que ma moyenne de maths remonte un peu. Et vendredi, le professeur nous a rendu le DS numéro 4 et j'ai été 12e de la classe avec 11,8. Sachant que je travaille plus régulièrement et sérieusement les maths en ces derniers temps, je suis contente de voir que ça porte ses fruits et je compte bien continuer ainsi. En tout cas, si vous avez des élèves qui sont intéressés par la prépa ECG ou les CPGE, classes préparatoires en grandes écoles en général, vous pouvez leur donner mes coordonnées. Ce sera un plaisir de leur répondre ou même de leur indiquer des ressources. Donc voilà, par WhatsApp ou par mail. Elle a donné ses coordonnées. S'il y en a qui veulent, je vous les transmettrai. J'espère pouvoir passer à Champollion bientôt. En attendant, merci d'avoir envoyé ce message, monsieur. Voilà, bonne soirée, à bientôt. Ah, elle a envoyé des photos. Sympa. Elle a envoyé des photos de Nice, de sa prépa, qui a l'air d'être un beau bâtiment. Bon, bref, même de son bulletin. Bon. Ok, bon, voilà. Donc, prépa ECG, là, c'est voilà, exigeant. Prépa plus commercial économique, vous avez compris, moins purement scientifique. Et un profil, voilà, un profil d'élève plus littéraire, travailleuse, qui faisait aussi des maths, mais avec un niveau de maths voilà, qui n'était pas non plus un niveau incroyable, donc il y a difficulté de début d'année, mais en bossant, ben, ça progresse. Donc voilà, tout ça, c'est des exemples qui doivent vous aider. Allez, on y va, on commence. Donc, il y avait l'exercice 2 à faire, c'était 2 et combien ? Et 5. Allez, on commence par cet exercice. Là, l'exercice 2. C'était un petit QCM et pour travailler un peu les différentes choses. Donc, il y avait 3 questions. Là, on utilise les propriétés algébriques. Ici, on a une petite équation. Et ici, on a une petite inéquation avec de l'exponentielle. Bien. Bah, ça, on est plutôt partie exercice, là, c'est les feuilles d'exercice, mais bon, vous faites comme vous voulez, hein, mais là, ça y est, on est sur les feuilles d'exercice, c'est pas les exercices de cours. Alors, pour le premier, bah, il y en a une, à mon avis, qu'on va vite éliminer, rien qu'en regardant. C'est la troisième, hein, ln de A sur ln de B qui est égal à A sur B. Bon, ça, ce serait vraiment très... c'est comme si un élève, il avait barré les logarithmes, là. C'est complètement... On est bien d'accord, c'est pas de les multiplications, donc voilà, c'est une petite réponse d'erreur possible si on ne sait pas de quoi on parle, mais vous, c'est pas votre cas. Donc il reste la première et la deuxième. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé, Solène? La deuxième. Ok, donc tu nous le redémontres? Et voilà, c'est pas plus dur que ça. Hein. D'accord? On dit les petites propriétés algébriques du logarithme. La deuxième, donc on avait une petite équation, ben, on va résoudre cette équation, c'est vraiment des petites choses simples, il n'y a pas de piège, mais voilà, c'est un petit exercice en QCM qu'il faut savoir faire. Donc on résout par équivalence, très simple, on a une équation en logarithme. Alors attention, vous vous rappelez
que quand il y a une équation logarithme, on l'a vu hier, c'est très important de regarder l'ensemble le domaine de définition, l'ensemble de définitions. Donc déjà, dans quel ensemble on va chercher les solutions? Oui. R plus étoile. Voilà, on va le chercher dans R plus étoile. Ça veut dire que si jamais, quand on résout, on tombait sur une solution qui n'était pas dans R plus étoile, il faudrait l'exclure. Bon, ici, ce ne sera pas le cas. Évidemment, ça donne ln de x qui est égal à 3,5. Et donc, par passage à l'exponentielle, exponentielle de ln de x égale exponentielle de 3,5. X égale exponentielle de 3,5. Donc, grand S, c'était exponentielle de 3,5. OK. Bon, le dernier, petite inéquation. Et donc, alors, qu'est-ce que vous avez fait pour résoudre cette inéquation? Là, ça demande un peu de travail parce que les trois ensembles se ressemblent. Ça peut presque être n'importe lequel des trois solutions. Qui propose une résolution? Qui veut... Vas-y, Elven. Je propose une équation. On va factoriser par e de x. Pardon, je vais faire. Donc 3 sur e de x, ça fait 3e de moins x. Moins e de 2x. Là, on factorise par e de moins x. Et donc, on a e de moins x facteur de 3 moins e de 3x. Et après, on dit e de moins x tend supérieur à 0, enfin, tout en positif. Donc, pour que ça soit positif, il faut que 3 moins e de 3x soit positif. Ouais, jusque-là, tout va bien. Passe le dx de l'autre côté. Oui, enfin voilà celui-là. Et après on applique la fonction à l'aise. Et après on divise par 3. OK. Et donc finalement, on obtient que x doit être inférieur à ln de 3 sur 3. Est-ce qu'il y avait des restrictions? Je vais vous expliquer, il y a d'autres méthodes. Mais est-ce qu'il y avait des restrictions déjà sur l'ensemble de définitions? Non, parce qu'il n'y a pas de logarithme ici, il n'y a que de l'exponentielle de x, donc ça c'est toujours défini. Il y a un quotient, mais l'exponentielle étant strictement positif, il n'y a pas non plus de valeur interdite. Donc ici, l'ensemble de définitions, solution, pardon, c'est donc tous les nombres inférieurs ou égaux à ln de 3 sur 3, c'est-à-dire moins l'infini à ln de 3 sur 3. Alors, je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fait ça, mais qui ont peut-être réussi à aller au même ensemble. Anna. Mais comment on a factorisé par E? Ouais, donc il y a déjà il y a plein de choses dans cette résolution qui peuvent vous poser problème. Donc déjà, on est d'accord qu'ici, on remonte 1 sur exponentielle de x, on peut l'écrire exponentielle de moins x. Deuxième chose, il a factorisé par exponentielle de moins x. Donc ici, on voyait bien le facteur exponentielle de moins x dans ce produit. Là, ça se voit un petit peu moins, mais exponentielle de 2x, on peut le dire comme ça, exponentielle de 2x, c'est exponentielle de 3x moins x, donc c'est exponentielle de 3x fois exponentielle de moins x. Donc quand il factorise par exponentielle de moins x, ben ça c'est comme si c'était ça, quand il factorise, il y a encore un exponentielle de 3x qui apparaît. Une autre manière de le faire, peut-être plus facile, pour le voir, c'est que soit tu redistribues exponentielle de moins x fois exponentielle de 3x, et tu retombes bien sur exponentielle de 2x. Tu redéveloppes et ça remarche bien, d'après les propriétés. Pourquoi? Alors ça, c'était la première étape, la factorisation. Oui, pardon, la deuxième méthode pour voir la factorisation. Vous vous rappelez quand on factorise par un truc qui n'apparaît pas comme facteur commun, on met dessous. C'est-à-dire on peut toujours dire que exponentielle de moins x, ben, c'est exponentielle de 2x sur exponentielle de moins x. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, il aurait pu écrire que c'était exponentielle de 2x et mettre exponentielle de moins x qui ne s'annule pas. Et exponentielle de 2x sur exponentielle de moins x, c'est exponentielle de 2x moins moins x, c'est-à-dire exponentielle de 3x. Il y a plusieurs manières de voir les choses.
Là Non, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. C'est pas du tout ça que je voulais faire, pardon. C'était ça, c'est exponent. C'est pas du tout ça que je voulais faire. C'était ça que je voulais faire. Pardon. Voilà, c'est-à-dire dire que quand on factorise par exponentielle moins x, tu as raison, ça fait exponentielle de x sur exponentielle de moins x qu'on aurait pu écrire là. Merci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté dans ce qu'il a fait? Le fait de passer de là à là. Tout d'un coup, il n'y a plus cette exponentielle de moins x. Mais il l'a bien expliqué, il a bien dit finalement, le signe de cette expression, enfin le fait que exponentielle de moins x est strictement positif, le fait que ce truc-là soit positif ne dépend que du signe de ça. Il faut que ça soit positif, c'est équivalent. Donc tu peux l'éliminer. Première manière de le faire. Deuxième manière, tu peux aussi, pour l'éliminer, tu peux diviser par exponentielle de moins x chaque nombre. Comme il est strictement positif, ça ne change pas l'ordre. Et 0 divisé par exponentielle de moins x, ça fait 0. Donc on peut aussi, tu vois, l'éliminer par division, en fait, de chaque côté. C'est bon, tu l'as vu? OK. Et puis une fois qu'on est là, après, c'est une petite inéquation d'exponentielle simple. Est-ce qu'il y en a qui ont fait autre chose et... Oui, Colline. Dès le début, moi j'ai mis des ln et après je me suis débrouillée avec. J'ai fait ln de 3 sur exponentielle de x moins ln de exponentielle de 2x supérieur à 0. Attention. Alors, t'as appliqué un logarithme à tout ça? Non, je sais plus. Tu peux pas. Mais j'arrivais à voir. Ouais, mais c'est coup de chance. Ce que tu peux, c'est appliquer... Et même pas, on peut pas l'appliquer, il faudrait l'appliquer à 0. Non, tu peux même pas l'appliquer, puisque là, le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça marcherait s'il y avait un réel à base de 0. Déjà, ça marcherait s'il y avait un réel strictement positif, exactement. Mais après, on peut aussi, au lieu de passer à exponentielle moins x, on peut garder des quotients, mettre au même dénominateur, faire un tableau de signes, ou en tout cas se débarrasser du dénominateur. Il y a peut-être des choses un peu plus simples à faire. Il y a autre chose qui peut être fait, regardez, qui peut être intéressant. Peut-être auquel certains y ont pensé. C'est bon, je peux effacer ou vous avez noté ou pas? Non? Alors, je vous en montre un autre. Et si on avait fait ça? 3 sur exponentielle de x, donc moins exponentielle de x au carré positif. Oui, ce qu'on aurait pu faire, c'est faire ça. Ça ferait 3, donc ça ressemble un peu, mais c'est-à-dire déjà se ramener à une exponentielle de chaque côté, parce que nous, quand on a dit que ce qu'on aime bien, c'est avoir une exponentielle de chaque côté. Là, le problème, c'est le 3. On est d'accord, ce n'est pas une exponentielle. Mais 3, on peut le transformer en une exponentielle. N'importe quel nombre, en fait, positif, vous pouvez toujours le transformer en une exponentielle. C'est l'exponentielle de 3 exponentielle de 2. Non. Oui. Eh oui, regardez, on peut dire que ça, c'est l'exponentielle de ln de 3. N'importe quel nombre strictement positif, vous pouvez toujours l'écrire comme l'exponentielle de son logarithme. Quel est l'intérêt? Regardez, ça, on va le transformer en une seule exponentielle. C'est l'exponentielle de ln de 3 moins x, qui est supérieure à l'exponentielle de 2x. On applique le logarithme de chaque côté, on obtient ln de 3 moins x supérieur à 2x. Et voilà, ça fait ln de 3 supérieur à 3x, et puis donc ln de 3 sur 3 supérieur à x. Donc on s'est débrouillé, en fait, c'est pour avoir une exponentielle de chaque côté en transformant juste le coefficient 3 qui nous gênait en exponentielle de ln de 3. D'accord? C'est une autre manière de voir les choses. Oui, Solène? En fait, j'avais passé l'exponentielle au carré à droite. Oui. Et après, j'avais fait 3 exponentielle de x à droite. Et du coup, après, ça faisait 3 exponentielle de 3x. Et après, j'ai appliqué ln et... Ouais, ça marche bien aussi. C'est bien. Donc, une autre méthode. Donc, Solène, elle a fait ça. Première étape, donc elle a dit, ça c'est exponentielle. Tu as pris exponentielle de 2x là, non? De 2x, ok.
Après, la multiplier par l'exponentielle de x de chaque côté. Donc, ça fait 3 supérieur à exponentielle de 2x fois exponentielle de 2x, ça fait exponentielle de 3x. Puis, elle applique le logarithme. ln de 3 supérieur à 3x. Et puis, ln de 3 sur 3. J'enlève des étapes, mais c'est ça, en fait, l'idée. Hein. Ça marche aussi. D'accord ? Bon, vous voyez qu'il y a plein de manières de s'en sortir. Allez, on passe au numéro... C'était le numéro 5 ? Ok. Alors, numéro 5, faire l'étude de la convexité de la fonction f de cette fonction. J'efface à droite. Hein. Ok, donc étude de la convexité, on sait qu'il va falloir dériver 2 fois cette fonction. Elle est définie dérivable sur 0 plus l'infini, hein, comme somme et produit de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x, on dérive une première fois. Alors, Léo, à toi. Est-ce que je ne suis pas hors cadre là? Si je suis hors cadre. Hop. Donc c'est bien, le x ln de x, c'est l'erreur classique, c'est d'oublier que ça c'est un produit. Hein. C'est l'erreur le plus classique, donc il ne faut pas l'oublier. Donc c'est 1 fois ln de x plus x fois 1 sur x, donc ça c'est u'v plus uv', moins 1 moins 2x. Voilà notre première dérive. Il y a des choses qui simplifient, parce que x fois 1 sur x ça fait 1 et 1 moins 1, 0. Donc il reste finalement pour f' de x, ln de x moins 2x. Ok, on redérive une deuxième fois, f seconde de x. F seconde de x, continue Léo. Ça fait 1 sur x moins 2. D'accord? 1 sur x moins 2. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire avec 100 sur x moins 2? Étudier son signe. Donc on va le mettre sous une forme adaptée. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas adapté. On n'a pas directement le signe. S'il y avait un plus 2, c'est bon, on pourrait s'arrêter là parce que ce serait strictement positif, puisqu'on est sur les 0 plus l'infini. Mais comme c'est un moins 2, ce signe n'est pas constant. Et donc, pour étudier son signe facilement, on va le mettre sous une forme adaptée, c'est-à-dire soit la forme d'un produit, soit la forme d'un quotient. Oui. Oui, et tu as raison que comme on est sur les positifs, on peut aussi faire une équation. Mais c'est risqué de s'engager dans une équation quand tu vas devoir multiplier par x de chaque côté ou des choses comme ça, dans le cas général. Ici, c'est vrai que ça marche bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc là, on peut tout de suite mettre sous la forme 1 moins 2x sur x. Comme ça, on a un quotient de 2 fonctions affines et c'est facile d'étudier son signe. Ok, donc voilà ma dérivée seconde. Qu'est-ce qu'on fait? On étudie le signe de cette dérive seconde. On peut faire rapidement. Oui. Là, c'était un plus 1 moins 1. Tu vois, le x fois 1 sur x, ça fait 1. Et 1 moins 1, 0, il disparaît. Donc ici, 1 moins 2x dépend de quelle valeur? Son signe dépend de 1 demi. Hein, donc ça fait x égale 1 demi. Donc on place, c'est pas un moins l'infini là. C'est un 0. Ça dépend de la valeur 1 demi. Le signe de x dépend de la valeur 0, ça s'annule en 0. Pourquoi de 1 moins 2? C'est la valeur qui annule 1 moins 2x, hein, d'accord? On place les signes. 1 moins 2x, c'est d'abord... Et non. On regarde le coefficient de x, il est négatif. La droite, elle descend. Donc on est d'abord dans les positifs, puis dans les négatifs. Hein. Et x, c'est toujours, sur 0 plus l'infini, strictement positif. Là, il y a une double barre pour f seconde de x, pas définie en 0. OK. Et ce qui nous a...
terrestre, donc c'est le signe, ça s'annule en 1/2. Et donc, plus, moins. Qu'est-ce qu'on en déduit pour f? Ben, elle est donc convexe sur 0, 1/2. Concave sur 1/2 plus l'infini. Un point d'inflexion en 1/2. Donc, CF admet un point d'inflexion en 1/2. Oui, dis-moi. Pourquoi la première dérivée, on fait 1 fois ln de x? Parce que x ln de x, Anna, c'est un produit, c'est du u fois v. Donc on fait u'v plus uv'. Elle est là ta dérivée hein, de x ln de x. C'est bon? Allez, ça il faut savoir vraiment, il n'y a pas de piège ici sur ce type d'études de convexité. Vous savez que vous devez la dériver 2 fois, mais vous savez aussi que si vous vous trompez dans la première dérivée ou dans la dérivée seconde, tout va être faux. Donc on est vigilant sur la dérivée. Quand vous avez le temps, vous pouvez toujours faire une petite... Ah non, vous seriez bloqué là pour faire une étude de signe de la dérivée. Parce que ça, pour étudier le signe de ça, vous ne pouvez pas. Hein, vous ne pourrez pas, même en écrivant une équation, vous êtes bloqué. Donc il faudrait pousser un peu plus l'étude. Ok, alors on va continuer à faire des exercices de cette fiche. Aujourd'hui, c'est juste qu'on va rajouter le dernier paragraphe dans la partie cours, pas tout de suite, on fera ça en deuxième heure, et on aura terminé la partie cours sur le logarithme. Donc c'est surtout des exos qu'il faut qu'on fasse. Alors regardons, on avait par exemple, on va revenir à l'exercice 1, qui est un exercice plus conséquent, avec 2 parties. Ça c'est un exercice de contrôle classique, on va dire, sur le logarithme. Ça pourrait être un exercice comme ça. On n'a pas du tout fait le sujet encore, on est un peu en retard. Mais voilà un sujet un peu conséquent d'études de fonctions, avec fonction auxiliaire, avec du logarithme. Donc l'exercice 1, voilà, ça c'est un exercice. C'est un exercice où il faut être capable de faire ça, on va dire, en 45 minutes, 50 minutes, on va dire. 50 minutes. Un peu moins d'1 heure. Tu me dis quand je peux effacer. Prends en photo quoi? Vas-y. Mais sinon, c'est sur la vidéo, hein, tu sais. Alors, on considère la fonction g définie sur 0 plus l'infini par g de x égale 2x³ moins 1 plus 2 ln de x. Ce que je veux, c'est qu'on la lise une fois, on lit le sujet une fois en entier, et on se dit, à chaque question, on essaie de réfléchir à la méthode qu'il faut utiliser, et voilà, sans le rédiger. C'est bon, Anna? Je peux effacer? Ok. Donc, si, on va le rédiger, mais là, je voudrais qu'on fasse une lecture du sujet, comme si c'était un peu une lecture un peu poussée du sujet, où on se pose les bonnes questions. Alors, on a une fonction g de x qui est définie. On voit que ça, c'est la partie A, et tout de suite, on voit que dans la partie B, il y a une autre fonction. On voit même tout de suite que la question, c'est du classique, hein. Tiens, justifier que f' de x a le même signe que g de x. Ça signifie que cette fonction g, c'est la fameuse fonction auxiliaire qui va être là pour aider à l'étude de f. Que la première partie, quand vous voulez savoir à quoi sert une partie ou quel est l'objectif de la partie, vous regardez la dernière question. En déduire le signe de la fonction g. Donc on voit que toute cette partie, elle est là pour, en gros, faire le tableau de signes de g. Et pourquoi? Parce que g va intervenir dans la dérivée. Et si elles ont le même signe, ben si on a besoin du signe de la dérivée et qu'on connaît le signe de g, ben c'est gagné, ils ont le même signe. C'est ce qu'on va montrer. Ça veut dire que la fonction principale, c'est elle, dans l'exercice. Et d'ailleurs, si vous regardez, à la fin, on ne parle que de la fonction f, c'est f, donc c'est bien ma fonction de mon exercice. Donc la première partie, elle est juste là pour préparer à la partie B. Donc allons-y. Étudier les variations de g. Qu'est-ce qu'on fait? On dérive, on fait et on étudie le signe de la dérivée, soit en faisant un tableau de signes, soit en résolvant une inéquation.
Voilà, c'est nos méthodes classiques. Justifier que g de x admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on utilise? Le TVI. Avec TVI généralisé, ça veut dire qu'on va avoir besoin des limites. Parce que vous avez vu, c'est sur 0 plus l'infini, donc il faudra faire la limite en 0 et la limite en plus l'infini. Et il faudra que, puisque c'est g de x égale 0, il faudra que 0 soit dans l'intervalle image, soit entre les deux limites, si vous voulez. OK? Donner un encadrement de alpha 10-2 près, calculatrice. En déduire le signe de g. C'est la dernière question. Pourquoi on va pouvoir en déduire le signe de g? Grâce au tableau de variation en fait, de g et le alpha qui va traîner. En fait, vous allez avoir un truc sûrement qui est strictement croissant ou strictement décroissant, avec un 0 avec alpha, et donc vous pourrez en déduire le signe plus 0 moins, moins 0 plus. D'accord? Donc ça se voit facilement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est d'ailleurs une déduction de ce qu'on aura vu avant. C'est-à-dire que sûrement G va être comme ça. Et donc tu vois bien que là, ça veut dire que c'est négatif avant, positif. Ou inversement, si elle est strictement décroissante. C'est quasiment tout le temps comme ça. Mais il faudra d'abord... Donc on déduira des variations, on en déduira le signe. Parce que le signe de ça, vous ne pouvez pas résoudre une inéquation. Hein, si on était capable de résoudre cette inéquation-là, on ne s'embêterait pas à faire tout ça. On n'aurait pas besoin du TVI, on résolverait. Sauf que là, vous ne pourrez pas parce qu'il y a du x et du ln de x, vous allez retomber sur une inéquation que vous ne savez pas résoudre. OK? Partie B. Donc la fonction f, ma fonction principale, on a sa courbe représentative. Justifier que f' a le même signe que g de x. On calcule la dérivée et on fait apparaître g de x dans la dérivée. Sûrement que quand on va dériver, on va réussir à faire apparaître cette fonction-là avec un autre chose, mais ça voudra bien, mais ce autre chose va sûrement être positif, un coefficient, ou alors un truc qui est toujours positif, et donc ils auront le même signe. En déduire le tableau de variation de f, ben, oui, vu qu'on aura le tableau de signe de g, on aura le tableau de signe de la dérivée, donc on pourra en déduire les variations. Jusque-là, c'est du très classique. À partir de là, cette question-là, elle se trouve un peu moins dans les sujets, ça fait quelques années qu'on le voyait moins dans les sujets bac, c'est-à-dire de trouver une expression de f de alpha. Le fameux alpha dont on n'a pas une valeur exacte, on va pouvoir démontrer que f de alpha, c'est ça. Donc là, il y a un petit peu de calcul, mais on vous la donne, la solution. Donc ça, on se garde cette question pour la chercher, ce sera un peu calculatoire. Il faudra utiliser ce que raconte alpha, quelle est sa définition. Donc on en parle après. On n'a pas beaucoup fait encore, donc c'est l'occasion. Donner l'équation réduite de la tangente. Bah, y égale f' de f' de 1, facteur d'x moins 1 plus f de 1. OK? Voilà. Donc à part cette petite question-là qui est un petit peu calculatoire, un peu plus technique, tout le reste, là vous avez tout le plan. Je vous laisse un peu démarrer. Allez, on essaye de le faire assez vite. Oui. Il faut d'abord que tu calcules la limite. Là, c'est des limites. D'accord. Parce que c'était... Non, étudier les variations, c'est pas le tableau de variation, mais si tu l'as fait avant, ok. Tiens, je suis en train de me dire que pour les limites, il nous manque... Pardon, on est un peu bloqué là pour les limites, pour faire cet exercice. Parce qu'on n'a pas... Il nous manque le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe, c'est les limites, justement, par comparaison... Pas par comparaison, pardon. Mais par somme, ça marche... Ah si, ça marche? Ah non, non, il n'y a pas de... C'est bon, il n'y a pas de forme indéterminée. Ok. Et donc, une fois que tu as ça... Non. Non, mais c'est pour la question d'après que tu en as besoin. Et alors, 0, il est bien entre moins l'infini plus l'infini. De quoi? Oui. Oui, parce qu'imagine que ça tende vers 3 en 0, et ça, c'est plus l'infini. 0, ça serait jamais une image possible, donc il n'aurait pas d'antécédent. L'équation g de x égale 0,
c'est une manière de dire on cherche les antécédents de 0. Mais imagine que là, tu as un truc comme ça. Ok, ça c'est une limite en 0. Hein. Ça tend vers ça, et ça tend vers plus l'infini ici. Bah, g de x égale 0, là, elle n'a pas de solution. Donc, dans le théorème, il ne faut pas seulement voir la continuité et la stricte croissance, il faut aussi que, si c'est g de x égale 0, il faut aussi que 0 soit entre tes deux bornes, entre guillemets, tes deux limites. Et quand on fait G des deux bornes, Oui. on met que des limites. Bah, tu peux dire que g de 0 plus l'infini, qu'est-ce que tu as montré que cet ensemble image, c'était grand R, en fait. Moins, puisque tu as une limite, ici c'est moins l'infini, et là c'est plus l'infini pour ta fonction. Et donc, il n'y a pas de problème, 0 en fait bien partie. 0 est bien dans l'ensemble image. Tu as besoin que 0 soit dans l'ensemble image. Donc, comme tu as fait tes limites, nous on ne le fera pas à cette étape-là, on le fera à l'autre étape, ici. Voilà, ça marche. Genre, Ouais. un chef avec la calculatrice, il faut aller dans le menu récur. Non, ben non, le menu récur c'est que pour les suites. Oui, mais je vais te dire. Non, c'est le menu table, c'est un tableau de valeurs, mais c'est pas des suites. Oui. J'ai dérivé, mais par exemple, si je suis bloqué, après j'ai un peu les mains, mais je suis bloqué à cause de ça. Donc je dis ça, mais c'est pas. Mais t'es pas sur R plus étoile? Si, donc c'est toujours. Ça va vite, hein. On ne fait des transformations de la dérivée que si tu n'as pas déjà une forme qui te donne directement le signe. Tu vois, là ça va vite. Là, ça va vite. Mais c'est-à-dire que ça fait que croître, c'est un peu. Bah, ça nous arrange bien pour utiliser le TVI après. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que par exemple, pour la limite du coup, de cette fonction en plus l'infini, on pourrait dire que, par exemple, moins 1 est négligeable dans... On va pas le dire comme ça, on va plutôt faire. Là, tu dis ça tend vers. En quoi? En plus l'infini? En moins l'infini? En plus l'infini. En plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, ça va vers moins 1, et ça va vers plus l'infini, par somme, quoi. Il faut faire attention avec le négligeable, parce que imagine que les autres tendent vers un nombre. Ben, moins 1 serait le plus négligeable, ça te changerait ta limite. C'est quand ça tend vers l'infini ou... C'est par rapport à l'infini, mais en fait, c'est notre théorème des opérations sur les limites. Ok, ta dérivée, c'est bon. Alors maintenant, signe de la dérivée. On fait un tableau que si c'est nécessaire. Et tu fais un tableau que si tu as une forme factorisée ou un quotient. Là, tu as une somme. On ne fait pas de tableau de signe avec une somme. Mais on est sur 0 plus l'infini. Donc, et oui, x étant strictement positif, ça c'est une somme de deux positifs, pas de problème, c'est strictement positif. Ok ? Allez, on ne se trompe pas dans sa dérivée. On fait son petit tableau de variation, ça va vite parce que... Alors c'est marrant parce que là, il y en a beaucoup qui écrivent la dérivée sous forme de quotient, comme on l'a fait tout à l'heure, sauf que ici, c'est absolument pas utile. On ne change la forme de la dérivée que si ce n'est pas immédiat. Or ici, le signe de la dérivée, il est immédiat. Vous avez directement une somme de deux positifs. Donc c'est une somme de deux strictement positifs. Donc vous ne vous embêtez pas à mettre au même dénominateur. Vous avez une question? C'est l'utilisation du TVI. Alors, tu as tes variations maintenant. Tu as besoin. La stricte croissance, tu l'as. La continuité, on l'a puisque c'est dérivable. Il n'y a plus besoin que montrer que 0, puisque c'est g de x égale 0, est dans l'ensemble image. Et pour ça, il faut que tu calcules la limite en 0+, la limite en plus l'infini, et montrer que 0 est bien entre ces deux. D'accord? Monsieur, Oui. juste quand on a fait ça, je suis allée très vite, mais après, comment on fait pour dire que 0, on fait 0 à partir à moins plus l'infini? Ouais, c'est ça, exactement. Tu peux dire que l'image par G de l'ensemble de définition de 0 plus l'infini, c'est grand R, c'est moins l'infini plus l'infini, et donc 0 appartient. Tu vois? Ben, tu te rappelles, ce qu'il faut, c'est montrer que 0 est dans l'ensemble image. Donc tu peux dire donc l'ensemble image, et l'ensemble image, c'est
G, entre parenthèses, et là tu mets 0 plus l'infini. G de 0 plus l'infini, G minuscule, c'est ta fonction G. Voilà, ça c'est une manière de parler de l'ensemble image. Tu dis ça c'est grand R ou 0 plus l'infini. C'est pas R plus étoile? Eh ben non, c'est justement, tu vas de moins l'infini à plus l'infini. Et du coup, pour le signe de la fonction G sur l'intervalle, il faut qu'on trouve, on met un encadrement, mais comment Le signe de la fonction G? pour la question 3. Enfin, ça veut dire qu'on va... Ben non, tu mets alpha. Et comment on fait du coup? Tu fais son tableau de signes, tu as fait ton tableau de variation. Ça y est? Ouais. Ça c'est alpha ça. Ok, mais on Mais n'a pas de valeur précise. Eh ben non, alpha, tu connais un encadrement avec ta calculatrice, tu l'as fait? Non, pas encore. Ah ben, quand tu mettras, ok, tu auras un encadrement d'alpha à la question 2, mais après quand tu fais ton tableau de signes, tu dis bien entre 0 et alpha et entre alpha et plus l'infini. Sans préciser. Du coup là je mets R, donc G de x égale 0 appartient à... Non, c'est pas g de x égale 0, c'est 0 seulement. C'est 0 qui t'intéresse. Ta troisième, tu te rappelles, il te faut la continuité, la stricte croissance, et la dernière, c'est que 0 appartient à l'ensemble image. Donc 0 appartient à ça, l'ensemble image. Comment je le marque? 0 appartient à ce truc-là. Là. Donc, Et je remets... puisque l'ensemble image c'est grand R, et que 0 appartient à grand R, donc 0 appartient à l'ensemble image. C'est pas ça l'ensemble image. Hein. G2, voilà, c'est ça. C'est ça ta troisième hypothèse de ton TVI, c'est qu'il faut que K, quand c'est G de X égale K, appartienne à l'ensemble image. Donc là, maintenant, il faut redire la stricte croissance, la continuité et ça. Il faut bien voir tes trois hypothèses quand tu le dis, quand tu l'utilises. Tu peux dire parce qu'elle est dérivable, tu sais que toute fonction dérivable est continue. ln de 0, ça fait 1. Non, ln de 0, ça n'existe pas. C'est ln de 1 qui fait 0. Ah oui, mais du coup... ln de 0, ça n'existe non, pas mais puisque c'est défini sur 0 ouvert plus l'infini. Du coup, on fait comment pour calculer la limite? La limite, tu fais une limite, tu fais pas, Oui, tu remplaces pas. Je pense 0 plus, quoi. Voilà. Ok, on corrige la première partie. Partie A. Alors, la partie A, on dérive. Pour tout x appartenant à... je vais voir si je peux décaler d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais faire? Ok, donc, quel que soit x appartenant à R plus étoile, donc g' de x, c'est 6x carré plus 2 sur x. Donc on a dit, c'est pas du tout la peine de mettre ici au même dénominateur parce que x étant strictement positif, 6x carré et 2 sur x le sont aussi. Donc, pour tout x appartenant à R plus étoile, g' de x est strictement positif. On fait notre tableau. On est sur 0 plus l'infini. Non, il n'est pas obligatoire, mais il n'est pas obligatoire. On pourra le faire après quand on aura... Bon, je le fais quand même ici. Donc on a plus et strictement croissant. C'est toujours visuel un tableau, ça permet de, si on en a besoin, d'y revenir et d'avoir tout de suite le résultat. Ok, deuxième question, ça c'était la question 1. La deuxième question, justifie que g de x égale 0 admet une unique solution alpha sur 0 plus l'infini. Vous savez qu'il nous faut trois hypothèses. Il nous faut d'abord la continuité, il nous faut la stricte croissance, on l'a, la continuité, et ensuite le fait qu'il faut que 0 appartienne à l'ensemble image. Pour ça, c'est là où il y a encore du travail, montrer que 0, ce fameux 0 qui est là dans l'équation, c'est une image, donc c'est pour ça qu'il va avoir des antécédents. Si ce n'est pas une image lui-même, il ne peut pas avoir d'antécédents. Comment est-ce qu'on montre que c'est une image? On va montrer, en fait, on a besoin des limites. On va montrer que 0, il est entre cette valeur et cette valeur. Donc pour ça, on va faire la limite quand x tend vers 0 plus de cette fonction. Donc la limite,
de 6x carré en 0 plus, pardon, la limite de 2x cube moins 1, c'est égal à moins 1. La limite quand x tend vers 0 plus de 2 ln de x, on sait que le logarithme tend vers moins l'infini. Et donc par somme, la limite de g de x, quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Première limite. Je vais faire ça parce que il me faut un peu de place. Deuxième point, la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc là, je peux rajouter dans mon tableau, pour bien la voir, ici c'est moins l'infini. Maintenant, la limite en plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, c'est en deux parties. On a 2x cube moins 1, 2x cube ou 2x cube moins 1, mais on peut le faire directement. C'est un polynôme de degré 3. On sait que ça tend vers plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de 2 ln de x plus l'infini, toujours par somme. La limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ok, donc là, on peut rajouter plus l'infini. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? C'est là où on va pouvoir maintenant dire, ok, 0, il est bien entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, il est dans l'ensemble image. Alors, vous pourriez dire, donc, l'image de 0 plus l'infini par la fonction g, c'est grand R, c'est moins l'infini plus l'infini. D'où 0 appartient à l'ensemble image. Ça, tout ça, c'était pour en déduire ce truc-là. S'il appartient à l'ensemble image, ça sous-entend, grâce à la continuité, qu'il a nécessairement au moins une solution. Mais comme en plus est strictement croissant, donc G est aussi continu car dérivable sur 0 plus l'infini, et G est strictement croissante sur 0 plus l'infini, vous êtes sûr qu'au contrôle, il y aura au moins un TVI. Peut-être que ce sera qu'un, ce sera peut-être même, il y a de grandes chances que ce soit qu'un, mais il y aura un TVI à faire. On veut vérifier que vous savez appliquer ce théorème. Et là, c'est le corollaire du TBI. Oui. Est-ce qu'il y aura le TBI? C'est possible, mais pas. Le TVI, c'est si tu voulais avoir au moins une solution. Si la question c'était montrer que G de x a au moins une solution, tu aurais besoin de montrer que les deux, c'est-à-dire que 0 est une image et que G est continu. Tu n'aurais pas la stricte croissance. La stricte croissance, elle rajoute une unique solution, c'est tout. Oui, donc on peut mettre le corollaire. Oui, en fait, le corollaire, il est souvent, il est plus utile, on va dire, parce que il va nous permettre d'en déduire les signes. Si tu sais qu'il y a plusieurs solutions, parce que tu n'as pas les variations, tu n'en déduis pas grand-chose. Mais ça pourrait arriver, au moins dans un vrai ou faux ou dans un truc comme ça. Donc, d'après... Et oui, on va en déduire le signe grâce à... oui, parce que grâce à ce tableau, le fait que là, on va placer 0 ici quelque part, où il y a alpha, ça va nous permettre de voir au moins le signe de la fonction. Le TVI, il va pas tout seul, il ne marche pas. Oui. On va dire que G est continu avant d'avoir fait le limite. Non. Déjà avoir une limite en premier. Non, c'est vrai que souvent on le fait après quand on a les valeurs, mais il n'y a pas vraiment d'ordre en fait. L'important c'est que les trois hypothèses elles apparaissent. D'accord? D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation
G de x égale 0, admet une unique solution dans R plus étoile. Une unique solution alpha dans R plus étoile. Petit 3. En déduire le signe de la fonction. Je refais quand même mon tableau de variation pour que vous le visualisiez bien, parce que vous compreniez bien que c'est parce qu'on a ça c'est parce qu'on a ce tableau de variation qu'on peut en déduire le signe. La stricte croissance et le fait que ça passe, la continuité, le fait que ça passe une seule fois par 0 en alpha, évidemment que tout de suite, on en déduit qu'entre 0 et alpha, c'est négatif, c'est même strictement négatif, et entre alpha et plus l'infini, c'est strictement positif. Donc, ne faites pas ça, hein, ça vous l'avez fait normalement avant, ou si vous l'avez fait, mais ce qui est important, c'est ça. X, g de x, entre 0 plus l'infini, et là, vous allez mettre alpha, négatif, 0, positif. Et ça, vous l'encadrez parce que c'est la dernière question, ou la dernière réponse plutôt, de la partie A. Et souvent, la dernière réponse que vous écrivez, c'est ce qui va être utile par la suite, surtout à la fin d'une partie A. Ça veut dire que c'est ça qu'on va se resservir uniquement. Tout le reste, c'était pour aboutir à ce résultat-là. Mais monsieur, je n'arrive pas à déterminer l'encadrement d'alpha. Ah, on a oublié l'encadrement de alpha. Pardon. Alors, l'encadrement de alpha. Le problème, c'est que ça peut augmenter, mais on ne trouve pas un 0. Bon. Alors, ça veut dire que tu as fait part entier, Oui. mais tu n'as pas pu commencer à 0. Et donc, tu n'as pas dû, oui, il a raison, alpha, il doit être très rapide, il doit être entre 0 et 1 sûrement. Donc, il faut plutôt commencer entre 0,1 et 2, par exemple, et puis faire par pas, tu vois. C'est vrai que la différence, quand vous êtes sur un fermé, c'est que vous avez vos deux bornes, et vous commencez à la première, vous faites par pas de 1, puis par pas de 0,1, etc. Alors que quand vous êtes sur 0 plus l'infini, bah, si vous dites, OK, je peux pas, vous n'avez pas le droit de commencer à 0, sinon, enfin, vous pouvez, mais il y aura marqué erreur en 0. Et si vous faites par pas de 1, et ben là, vous allez dire, mais mince, ça ne marche jamais, c'est jamais négatif. Et ben, ça veut dire que c'était entre 0 et 1, obligatoirement. Vous avez besoin que je le fasse ou pas? Essayez de le faire tous, là. Vérifiez que vous savez le faire, la calculatrice. On va dans Table. Dans le menu Table, vous rentrez l'expression de votre fonction. Pour la partie B, est-ce qu'on peut dire que f' de x, c'est g' de x sur x Non, c'est g de x, pas g' de x. g de x sur... Exactement. Bah oui, d'ailleurs, on sait ce qu'on va faire. On va l'écrire. D'ailleurs, dans les sujets, c'est souvent démontré que f' de x égale g de x sur x au cube. Tu vois, ce serait ça, par exemple. C'est bon, ça marche? Table, menu Table. On rentre l'expression de la fonction, g de x. Attention de ne pas rentrer g' de x. OK. C'est 2x cube moins 1 plus 2 ln de x, hein, g de x. Non. Le x, c'est la touche de ta calculatrice où il y a marqué x, θ et t. Alors, c'est à 10-2 qui c'est demandé? Entre donc 0,82 et 0,83. ouais, 0,82, 0,83. Moi, 0,86, 0,87. Oui, ça. Ah, t'as pas rentré la bonne fonction? Eh oui, 2x cube. Donc 0,80
0,86, 0,87. D'accord, à 10 moins 2 près à la calculatrice. Comment est-ce qu'on le justifie? Oui, mais on écrit la valeur approchée de 0,86, de G de 0,86 et la valeur approchée de G de 0,87. D'accord? Faites-le, c'est ça qui est attendu. G de 0,86, vous devez trouver un truc négatif, 0,029 à peu près, donc négatif, et G de 0,87 plus 384. Ok. D'accord? C'est ça qui justifie le fait que alpha est bien compris entre 0,86 et 0,87. Allez, on passe à la deuxième partie. Imaginons que vous n'ayez pas réussi la première partie. Est-ce que ça vous bloque pour la deuxième partie? Ça bloque un peu au moment où il faudra étudier, vous aurez besoin du signe de G de X, mais en fait, on a dit qu'il n'y avait que ça qui était important. Ça, vous pouvez le trouver à la calculatrice, vous pouvez le conjecturer à la calculatrice que c'est négatif, 0 positif, et que ça passe qu'une fois par 0 pour un certain nombre, et c'est sûrement le alpha qui est demandé que vous n'avez pas trouvé. D'accord? Donc, vous pouvez quand même faire cette partie 2, cette partie B. Allez, allez-y, faites-le. Exactement, on laisse alpha. On a une valeur rapprochée, ça nous suffit. Donc là, il faut dériver cette fonction et on sait qu'on doit arriver à faire apparaître g de x dans l'expression de la dérivée. Parce que si on nous dit montrer que f' de x a le même signe que g de x, c'est parce que g de x interviendra dans son expression. Donc si vous ne faites pas apparaître g de x, vous n'arrivez pas à le faire apparaître, c'est que vous êtes trompé quelque part dans votre dérivée. On n'a pas les croissances comparées avec le logarithme. Non, on l'aura tout à l'heure. Donc, On peut l'imaginer. Ah, les limites de f sont attendues. Ouais, on peut les imaginer. C'est vrai que les limites, vous ne les faites pas, puisque les limites, il faut attendre d'avoir le théorème des croissances comparées, justement. Hein? Oui, tu peux essayer de le faire, si tu veux. Est-ce qu'on peut, vu que là je ne le trouve pas, est-ce qu'on peut dire que ça égale un coefficient multiplicateur fois g, et du coup après trouver ce coefficient multiplicateur? C'est pas nécessairement ce que tu appelles un coefficient multiplicateur, d'habitude c'est une constante. Non, pas forcément, mais A... Oui, enfin une fonction alors, c'est une fonction fois g. Ouais, Ouais, si tu veux, à toi de te débrouiller. La plupart du temps, elle sera donnée, la forme qu'il faut trouver. Mais là, tu n'es pas très loin, non? Tu vois pas? Moi, je n'ai pas g de x, mais g de x, elle est là. C'est 2x cube. Oui, je pensais que c'était la dérivée de g de x. Oui. Et non, pas la dérivée, hein, c'est g de x qu'on veut faire intervenir, pas sa dérivée. Je vais écrire ce que c'est que g de x. Attention, c'est ça qu'on veut faire intervenir. Hein. On oublie maintenant la dérivée de g de x, elle ne va plus nous resservir. Donc voilà ce que vous devez faire apparaître. Quand on a g de x fois ln de x, mais ça donne quoi du coup?
Alors, je comprends. Là, c'était quoi? C'était... Ah, c'est 2x. Oui, c'est 2x. Si je Ok, veux faire- garde-le plutôt devant ton ln plutôt que comme ça. C'est mieux que derrière. Ok, bah maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre au même dénominateur tout ça. Donc en gros, ça, je le mets sur x puissance 4. Ouais. Du coup, ça me fait- Mais un truc que je comprends pas là. Quoi? C'est quoi ce 2x que tu as au début? Tu t'as pas oublié de le dériver? Ton 2x? Ah ouais, c'est peut-être ça pour le. Voilà. Du coup, là on a 2 moins le truc. Et du coup, là on met. Bah, vas-y. Tu y es presque, hein, mais il faut que tu arrives à voir comment tu fais intervenir ça. Si on factorise ln de x par x, ça donne quoi? Ça donne. Bah, si tu factorises par x, ton ln de x, ça fait ln de x, x facteur de ln de x sur x. Il n'y a pas un moins 1 ou quelque chose. Non? Moi, oui, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et là, tu vas le voir apparaître. Attention, tu vois, là, ton erreur, c'est comme tu as écrit ton 2x ici, tu t'es dit, je sais pas ce que tu t'es dit, parce que je vois pas comment tu as un x puissance 3, mais ça, c'est ça. Hein. Ton 2x, il est devant, écris-le plutôt devant, ou en tout cas, c'est pas, tu peux pas faire x fois 2x. Hein. Ok, ça passe pas, ouais. D'accord? Donc là, c'est 2x fois ln de x. Ça, tu peux le simplifier en x. Maintenant, tu mets au même dénominateur. Tu mets ça sous la forme d'un quotient. Pour vous aider, il faut qu'à la fin, vous trouviez ça. Parce que, et d'ailleurs, c'est souvent indiqué. C'est ça qu'on voudrait trouver. f' de x, ça doit être égal à g de x sur x au cube. Débrouillez-vous pour arriver à ça à la fin. C'est quoi ce 3x là? Ah, attention. C'est un fois là. C'est pas un plus. Tu peux pas le compter avec ce x qui est là. Ah, Ça, oui. c'est 2x fois ln de x. Hein. Ah oui. Ouais, voilà, enfin, le ln de x sur x. Mais je comprends pas pourquoi tu as un ln de x sur x. Puisque là, tu avais un x en facteur. Il n'y a pas de faire. Ah oui, mais c'est parce que tu t'es dit. Je vois ce que tu t'es dit. Tu t'es dit, il faut que je fasse en facteur ça et en facteur ça. Mais non, ça, c'est un. Tu mets en facteur que les termes. Donc là, tu as ton moins 1. Ici, tu as un facteur x. Il reste seulement 2 ln de x. Du coup, c'est bon. Ça, c'est le florilège des erreurs. Il faudrait que je vous fasse un petit fascicule de toutes les erreurs que je peux voir. Chacun fait la sienne. On en revient à ça. Ouais, égal g de x sur x cube. Et c'est bon. Ça, je peux pas le mettre dans le petit fascicule des erreurs. Et voir, montre-moi Emma. Ok. Allez, on continue. Guillaume, tu dors là? Si. Va te passer de l'eau sur le visage, ça va te réveiller. Mais sérieusement, hein, va faire un petit tour et reviens. Allez, on y va, on la dérive. Là, vous passez trop de temps sur cette dérivée, il faudrait que ça soit plus rapide. Là, il y a trop de petites erreurs qui fait que sur un exercice où la méthode, elle ne doit pas être compliquée pour vous, en fait, vous avez du mal. Donc, allons-y. On dérive. f' de x. Donc, la dérivée de 2x, c'est 2. Et là, on a un quotient u sur v. Donc ça, vous y avez pensé. La plupart, c'était bien. Mais il y a quand même des petites erreurs. Je le corrige, à moins que tu aies une question. Non, je le fais.
u'v moins uv' sur v carré. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x fois x carré moins ln de x fois 2x. Attention, ce ln de x, hein, il est comme ça. Hein. Le tout sur x carré au carré, c'est-à-dire x puissance 4. Donc ça nous fait 1 sur x fois x carré, ça se simplifie en x. Le 2x, je vous conseille de le passer devant, ça vous évitera de faire des erreurs. 2x ln de x sur x puissance 4. On peut tout mettre au même dénominateur, puisqu'on sait qu'on veut avoir un quotient à la fin. D'accord? Donc ça fait 2x puissance 4 moins x moins 2x ln de x, le tout sur x puissance 4. On sait qu'on veut faire apparaître g de x. Et g de x, c'est 2x3 moins 1 plus 2 ln de x. Et là, on a 2x4 moins x plus 2x ln de x. Il faut que vous arriviez à voir qu'une petite factorisation par x fait tout de suite apparaître ce qu'on veut obtenir. 2x3 moins 1 moins 2 ln de x sur x puissance 4. Simplification par x. Ça nous donne g de x sur x puissance 3. Oui. Il y a moins 2 ln de x et c'est plus 2 ln de x. Merci. Oui, oui, pardon, parce qu'il y avait des parenthèses. Merci. On était obligé de factoriser par x Ben, si on enlevait direct. alors, si tu as simplifié ici, à ce moment-là, ou tu veux dire que tu as seulement divisé tout par x là, c'est juste, mais ça vient d'une simplification en fait. Hein. D'accord? Donc c'est souvent mieux de faire apparaître la factorisation qui donne la simplification plutôt que directement de passer de là au résultat. Mais bon, ça marche. Ok, maintenant qu'on a ça, quelle est la question suivante? En déduire le tableau de variation de la fonction f. Surtout si les limites sont en fait. Mais les limites, on ne va pas les faire parce qu'on va avoir un petit problème de forme indéterminée et il nous manque le théorème qu'on va écrire juste après. Donc les limites, on a dit qu'on les laissait. Donc ça, c'était la question petit 1. Et même la question 3. Et non, la question 3, on va la faire. Ça n'a rien à voir avec les limites. Donc, question 2 maintenant. La question 2, c'est donc tableau de variation de la fonction f. Donc, on sait que... Ah oui, il faut quand même préciser ici, c'est pas tout. Qu'est-ce qu'on va dire? Que x au cube étant toujours positif, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, x au cube est strictement positif, donc f' de x est du signe de g de x, puisque c'était ça qui nous demandait de conclure. Ok, donc là, directement, on est sur 0 plus l'infini. On peut faire notre tableau de variation, puisqu'on va reprendre le signe, on va reprendre ce qu'on avait encadré ici. La dernière chose qu'on avait encadrée, c'était ce tableau de signes. On sait que c'est le même pour la dérivée. Donc c'est moins 0 plus 0 en alpha. Donc la fonction f, elle est strictement décroissante, strictement croissante, et ici c'est f de alpha. C'est pas la peine d'en faire plus. Hein. Alors il y a les limites là, mais les limites on a dit qu'on les laissait parce qu'il y a un cas de forme indéterminée. Alors il y a un cas de forme indéterminée pas en 0, en 0 ça marche. En 0, regardez, 2 fois 0, 0. Le logarithme en 0, ça tend vers moins l'infini. 0 plus, moins l'infini sur 0 plus, moins l'infini avec un moins devant, plus l'infini. D'accord? Donc celle-là, en fait, par les opérations, on peut le montrer. Non. Mais comme tu as vu, je l'ai tout dit à l'oral et que tu pourras aller regarder la vidéo si vraiment tu as envie de réécouter et le réécrire. Mais tout ça, c'est par opération. Alors, c'est quand même de l'infini sur 0. Celui-là, des fois, ça vous pose problème alors que ce n'est pas une forme indéterminée. Là où il y a une forme indéterminée, c'est en plus l'infini, parce que ça, c'est plus l'infini sur plus l'infini, forme indéterminée. Mais évidemment, qu'est-ce qu'on va voir dans les croissances comparées?
Ouais, le logarithme, il croît beaucoup moins vite vers plus l'infini que x carré. Or, quand c'est un dénominateur qui tend vers plus l'infini, ça fait tendre le quotient vers 0. Et donc, qui l'emporte? C'est lui qui l'emporte. Le logarithme, il a tendance à augmenter, il tend vers plus l'infini, donc il a tendance à faire tendre vers plus l'infini le quotient. Le dénominateur tend vers plus l'infini, donc il fait tendre vers 0. Comme le logarithme a une croissance beaucoup moins rapide que x carré, et vous savez pourquoi, hein, le logarithme, il est comme ça, x carré, comme ça se voit bien, qu'il y a vraiment une différence de vitesse de croissance à l'infini. Et donc, c'est évidemment le x carré qui l'emporte, ça veut dire que tout ça, ça va tendre vers 0. On va le démontrer juste après. Ça tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Par somme, ça tend vers plus l'infini. Ok. Par croissance comparée. Mais on ne va pas le faire puisque je voudrais qu'on fasse d'abord la partie courte sur la croissance comparée. Ce qui m'intéresse, c'est la question 3, f de alpha. Donc f de alpha, on vous demande de montrer qu'il y a une expression en fonction de alpha. Il faut trouver l'expression de ce minimum. En fait, c'est le minimum de notre fonction, ce f de alpha. On sait qu'on pourrait prendre une valeur approchée de alpha. Mais laquelle? 0,86, 0,87, là on a un encadrement. Donc ce n'est pas ça qu'on nous demande, on nous demande de garder alpha, mais de trouver une expression de f de alpha. Alors comment faire? Est-ce que vous avez une idée comment on pourrait faire pour trouver une expression de f de alpha? Anna? Pourquoi c'est exactement le même tableau si c'est sur x et le même alpha? Parce que c'est écrit là, f' de x, c'est g de x sur x au cube, et donc on a dit que puisque x au cube est strictement positif, le signe de f' de x, c'est le même que le signe de g de x. Ils ont le même signe. Ils ont le même tableau de signes. Or, le tableau de signes de la fonction g, c'est négatif sur 0 alpha, positif sur alpha plus l'infini. Donc, le tableau de signes de f' de x, c'est négatif sur 0 alpha, positif sur 0 alpha plus. Oui, bah d'ailleurs, c'est facile à voir qu'ils auraient la même, que f' de x et g de x ont le même antécédent de 0 que c'est alpha. Parce que si je voulais résoudre ça, bah, je remplace par ça qu'on vient de démontrer. Bah, on multiplie par x au cube si tu veux des deux côtés, et il reste g de x égale 0. Dire que f' de x égale 0, c'est équivalent à dire g de x égale 0. Ils ont les mêmes solutions. Or, la solution unique, ça s'appelle alpha de cette équation, donc la solution unique, c'est évidemment alpha. D'accord? Elle n'est pas là pour rien, cette fonction auxiliaire. Elle donne vraiment des... Elle aide vraiment à dresser ce tableau de variation. Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver f de alpha? Gianni, tu as une idée? Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est remplacer f de alpha par son expression. Et ensuite, là, je suis en train de faire des équations pour essayer de trouver, mais je ne suis pas sûr que ce soit. Alors, l'idée générale de ce type de question, qui était une question avant qui était dans tous les sujets bac, maintenant un peu moins fréquemment, c'est d'abord de voir comment est défini alpha, qu'est-ce qu'il raconte alpha, qu'est-ce qu'on sait de alpha. La seule chose qu'on sait de alpha, c'est que l'image de alpha par la fonction g, c'est 0. C'est ça notre point de départ. G de alpha est égal à 0. Or, g de alpha est égal à 0, il faut qu'on traduise une condition sur alpha. Regardez, ça veut dire, g de x c'était son expression, donc ça veut dire que 2 alpha au cube moins 1 plus 2 ln de alpha doit être égal à 0. Ok? Regardez l'expression, si on fait ce que tu as dit, f de alpha, ce serait 2 alpha moins ln de alpha sur alpha carré. Il y a du ln de alpha là-dedans, d'accord? Mais regardez l'expression qui est demandée dans le sujet. Il n'y a pas de ln. Ça veut dire que l'idée, en gros, c'est on voudrait avoir une expression où il y a du alpha, mais pas du ln de alpha, un truc plus simple, avec seulement des polynômes ou des fonctions rationnelles. Comment on se débarrasse du ln de alpha qui va apparaître quand on va faire f de alpha? Eh bien, grâce à ça. Regardez, en fait, on va isoler ln de alpha là-dedans. C'est-à-dire, ça va faire 2 ln de alpha, qui est égal à, je vais passer tout de l'autre côté, moins 2 alpha cube, plus 1. Et si je veux avoir ln de alpha exactement, c'est
moins 2 alpha cube plus 1 sur 2. Ça, c'est lié à ce qu'est alpha. Alpha, c'est l'unique solution de g de x égale 0, donc on sait que g de alpha égale 0. De ça, on en déduit en fait cette égalité-là. Et maintenant, quand on va calculer f de alpha, on va prendre ce que tu nous as dit, c'est-à-dire 2 alpha moins ln de alpha sur alpha carré. Et qu'est-ce qu'on va faire? On remplace ce ln de alpha par cette expression-là. Donc ça va faire 2 alpha moins 2 alpha cube plus 1 sur 2 sur alpha carré, donc sur 2 alpha carré. Vous mettez au même dénominateur, vous simplifiez s'il y a des choses à simplifier, et on obtiendra l'expression qui est demandée. C'est-à-dire 3 alpha moins 1 sur... voilà, même pas. D'ailleurs, peut-être que le plus simple, regardez, c'est 2 alpha. Ici, ce sera plus 2 alpha cube sur 2 alpha carré, moins 1 sur 2 alpha carré. J'ai plutôt séparé mon quotient en deux. Par rapport à ce qu'il demande, c'est plus évident. Vous avez vu la séparation du quotient? J'avais une somme sur un dénominateur, j'ai séparé en une somme de deux quotients. Alors ça devient une différence parce qu'il y avait un moins devant. 2 alpha cube sur 2 alpha carré, ça fait combien? Alpha, plus les 2 alpha. 3 alpha, moins 1 sur 2 alpha carré. Je vous avais dit, c'est du calcul. C'est du calcul, mais ouais, un peu bizarre parce que il faut bien comprendre que si vous partez seulement sur le calcul de f de alpha, ce qu'a fait Gianni, on est vite bloqué à cause de ce ln de alpha. Comment on s'en débarrasse de ce ln de alpha? Grâce à ça. Donc il faut l'avoir fait avant ce travail-là. C'est-à-dire la capacité à finalement à donner une expression de ln de alpha et on part de g de alpha égale 0. Alors c'est peut-être pas facile ou c'est un peu bizarre comme méthode, mais en fait, une fois qu'on l'a bien comprise, elle marche tout le temps. Dans tous ces exercices-là, à chaque fois, c'est toujours la même méthode. Non, c'est un peu ce serait, on va dire que ce serait... Ah, là, vous êtes guidé dans le sens qu'on vous donne la réponse. On vous dit montrer ça, donc c'est déjà pas, c'est pas calculer f de alpha en fonction d'alpha. Mais d'ailleurs, il ne vous le dirait jamais comme ça parce qu'on ne veut pas que vous arrêtiez à cette expression-là. On ne veut plus de logarithme de alpha, on veut qu'une expression comme ceci. On pourrait s'en servir ensuite de ce f de alpha pour répondre. C'est la fameuse valeur du minimum en fait, qui dépend de alpha, sans logarithme. Donc ça pourrait servir par exemple dans des équations de tangente ou des choses comme ça. Bon, j'ai pas d'autres exemples. Qu'est-ce que je voulais... Mais c'était bien qu'on le voit une fois déjà. On le rencontrera dans d'autres exercices d'ici là, sûrement. Mais je vous dis, elles apparaissent un peu moins dans les sujets. Ça fait un moment qu'on ne s'est plus trop reposé cette question-là. Alors, on va repasser à la partie cours. Ah, c'était quoi la question? Ouais, bon, équation de la tangente, c'est bon. En plus, c'est en 1. C'est en 1. Tu avais une question à poser ou tu n'aimes pas laisser une question en plan, Anna? On ne va pas la laisser en plan alors. Mais vite, parce qu'après, il faut qu'on termine cette partie court. Donc, l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Question numéro 4. Donc, on peut l'appeler T1, la tangente. Allez, ça fait plein de fois qu'on fait la même. C'est y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Bon, mais la dérivée, vous l'avez. La fonction, vous l'avez. Il n'y a plus qu'à remplacer. Donc, ça fait y égale, c'est combien f' de 1? On peut calculer f' de 1 avant. F' de 1 et f de 1. F' de 1, c'était g de 1 sur 1 au cube. Et donc, c'est 2 fois 1 au cube moins 1 plus 2 ln de 1 sur 1 au cube. Ln de 1, 0, donc il reste 2 moins 1, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1.
Et f de 1, c'était 2 fois 1 moins ln de 1 sur 1 au carré, c'est-à-dire 2. Donc, T1 a pour équation y égale 1 fois x moins 1 plus 2, c'est-à-dire x plus 1. Voilà l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 1 à la courbe. Allez, on repasse à la partie courbe et on écrit notre dernier paragraphe. Alors, le dernier paragraphe, c'est seulement justement les fameuses limites par croissance comparée. Qu'on va démontrer. Alors, oui, entrez. Bonjour. Ouais, je crois même que j'ai oublié de te marquer absent, tu vois. Tu regarderas la vidéo, Erwan, pour la première partie. D'accord, je la posterai. Donc on attaque la partie cours. Ouais. Donc on en est aux limites par croissance comparée. Et donc évidemment, ce n'est pas vraiment les résultats une fois qu'on a compris que, en gros, le logarithme avait une croissance peu rapide et donc il allait perdre face à toutes les autres fonctions. En tout cas, en plus l'infini. Ben, évidemment, c'est la démonstration qui nous intéresse. Ok, c'est bon, Anna? Bon, quel est le résultat alors? La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x? 0. 0, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont du mal à le visualiser? Pourquoi c'est 0? C'est bien une forme indéterminée, le logarithme tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, d'accord? Mais comme on a un quotient, il ne joue pas le même rôle dans le quotient. Le numérateur, le fait qu'il tende vers plus l'infini, a tendance à faire tendre vers plus l'infini le quotient. Le dénominateur, le fait qu'il tende vers plus l'infini, a tendance à faire tendre le quotient vers 0. Qui l'emporte? Puisqu'il y en a un qui fait agrandir, l'autre qui fait diminuer, ben c'est x qui l'emporte. On a dit, là, ce qu'on appelle les croissances comparées, ben x, regardez, il est comme ça, et ln de x est comme ça. On voit bien que sa croissance est beaucoup plus rapide que la croissance du logarithme, et c'est ce qui fait qu'on dit que on compare les croissances, on compare les vitesses de croissance. Ok, donc c'est 0. Le fait qu'il soit toujours plus petit, ça joue aussi ou pas? Sur la limite? Non. La limite du quotient, non. Parce qu'ils pourraient avoir, s'ils avaient la même croissance, eh ben tu vois, si par exemple, si tu avais ça, par exemple, eh ben disons que le quotient tendrait vers une constante. Tu vois? Ici, par exemple, si tu avais, je sais pas moi, 2x plus 3 sur 2x moins 7. C'est à peu près ces deux fonctions affines, il y en a une qui est un peu en dessous, elle est 7 unités en dessous. Mais quand tu fais la limite en plus l'infini, c'est quoi? Non. Non. En plus l'infini? Non? Plus l'infini, non? Oui.
Quotient des monômes de plus haut degré. C'est 1. Ou vous factorisez par x ou vous factorisez par 2x. Hein. Mais rappelez-vous, vous levez la forme indéterminée en plus l'infini en disant que ça, eh ben, c'est 2x, facteur de 1 plus 3 sur 2x, et 2x sur 1 moins 7 sur 2x. On simplifie, et tout ça, ça tend vers 1. D'accord? Donc ici, attention, ce n'est pas le fait qu'elles soient en dessous que la limite, c'est 0. Là, ça tend vers 1. C'est le fait que la croissance devient négligeable, la croissance du logarithme devient négligeable par rapport à la croissance de x. Bon, il faut le démontrer. Oui. Est-ce qu'on généralise pour limite de x tend vers plus l'infini de ln de x exposant... Enfin non, sur x exposant y. Bah, ça regarde, c'est le point d'après. Ok? Donc, oui, on va le généraliser. Mais d'abord, on va le démontrer celui-là. Comment on le démontre? Vous vous rappelez comment on avait démontré pour l'exponentiel? Que l'exponentielle de x sur x tendait vers plus l'infini? On avait fait un théorème par comparaison. On avait montré que exponentielle de x était toujours plus grand que x moins 1 ou que x plus 1, bref. Et exactement, on avait utilisé l'inégalité de Bernoulli, etc. Bon, pour l'instant, on ne va pas faire la même chose pour le logarithme de x sur x. En fait, on va utiliser ce qu'on sait de l'exponentielle. On va transformer cette expression pour que ça fasse apparaître des limites que l'on connaît. Regardez. Donc là, on est pour tout x appartenant à R plus étoile. Est-ce que vous êtes d'accord que... Est-ce que vous êtes d'accord de ma première transformation? Oui. Ouais? Ok. Est-ce que vous êtes d'accord de la deuxième transformation? Oui. J'ai pas mis l'exponentielle en bas. J'ai remplacé x par exponentielle de ln de x. D'accord? J'ai pas appliqué de l'exponentielle, j'ai juste remplacé x par exponentielle de ln de x. Alors ce passage-là, souvent, il ne vous pose pas de problème. Celui-là, il vous pose un peu plus de problème. Ben oui, c'est l'inverse de ça, c'est bien ce truc-là. Donc ce truc-là, c'est bien l'inverse de celui-là. Et on peut l'écrire comme ça, d'accord? 2 tiers, c'est bien l'inverse de 3 demi, donc c'est 1 sur 3 demi. Ok? Bon. Et maintenant, regarde, nous, on doit faire la limite quand x tend vers plus l'infini de ça. On va faire la limite quand x tend vers plus l'infini de ça. Exponentielle de ln de x sur ln de x. Mais ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Exponentielle de ln de x sur ln de x? Ça fait penser à exponentielle de x sur x. C'est même une composée de deux fonctions, de exponentielle de ln de x sur x, de exponentielle de x sur x et de ln de x. Regardez. Ouais, on fait avec grand X, mais en fait, on fait par composé. On va dire la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x. Je ne vais pas écrire la composée. La limite quand grand X, donc égal, et là, je vais faire exponentielle de grand X sur x, égal. Parce que c'est une composée, ce exponentielle de ln de x sur ln de x. Alors, j'ai besoin des limites. Quelle est la limite quand petit x tend vers plus l'infini de ln de x? Plus l'infini. Ce plus l'infini, vous vous rappelez, dans les composés, on le remet ici. Or, la limite d'exponentielle de grand X sur grand X, quand grand X tend vers plus l'infini, ça, c'est par croissance comparée. C'est la formule du cours. OK. Et donc, par composé, la limite quand petit x tend vers plus l'infini de exponentielle de ln de x sur ln de x. C'est quoi? C'est lui, hein? Vous vous rappelez? Quand on fait les... C'est plus l'infini. Du coup, de quoi? Du coup, maintenant, c'est pas tout à fait ça qu'on voulait, c'était son inverse. Donc on dit par inverse. Donc, par inverse,
la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle de ln de x sur ln de x, ben, l'inverse d'un truc qui tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et c'est exactement ce qu'on voulait, puisqu'on avait dit, on a fait la limite de ça, et c'était égal à ln de x sur x. Donc la limite d'ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est bien 0. 0 plus ou 0 moins, à votre avis? 0 plus, parce que tout est positif. À l'infini, en plus l'infini, et le logarithme est positif, et petit x est positif. Donc la limite, c'est obligatoirement 0 plus, si on en avait besoin. À chaque fois, on va repasser par l'exponentielle. Bah oui, en fait, c'est quand même l'intérêt de... en fait, on peut quasiment tout redémontrer à partir de sa fonction réciproque, parce que c'est la réciproque de l'exponentielle. Et du coup, et si par exemple, si on a des e sur x, du coup après on passerait par un logarithme, enfin on ferait l'inverse. L'exponentielle, on l'a déjà tout démontré parce qu'on a déjà défini avant. D'accord? Donc maintenant, c'est acquis l'exponentielle. Et par contre, on a dû le démontrer sans utiliser le logarithme. On a fait d'autres démonstrations. Souvent, on les a faites en première et c'était des démonstrations plus compliquées. Maintenant, justement, du fait d'avoir l'exponentielle et que le logarithme soit sa réciproque, on n'a plus besoin de refaire ces démonstrations compliquées. On peut toujours réutiliser ce qu'on sait de l'exponentielle. Et c'est ça qui est pratique. Mais je vous avais dit que le logarithme pouvait se définir en dehors de l'exponentielle. Il y avait des années où on faisait le logarithme sans avoir vu l'exponentielle. Et dans ce cas-là, ben, on avait des grosses démonstrations au moment du logarithme et des démonstrations plus faciles au moment de l'exponentielle. Oui, Thomas? Non, vous m'avez déjà posé la question. Ce n'est pas ce qui est attendu. Ce qui est attendu, c'est 4 exercices comme le bac blanc, 4 exos qui regroupent à peu près l'ensemble du programme. Proba, géométrie, fonction, voilà, et suite. Et là, on a fait, donc par inverse, 1 sur E de ln de x sur ln de x égale 0. Ok. Et pourquoi après on enlève l'inverse et ça fait 0? Mais non, parce qu'on a ça, c'est égal à ça. C'est ça qui nous intéresse, Anna. On a démontré que ln de x sur x, c'était 1 sur ça. On vient de démontrer que la limite de 1 sur ça, c'est 0. Ben donc, la limite de ln de x sur x, c'est 0. Ben, c'est la démonstration que je viens de te faire, là. Ok, la première étape, tu l'as comprise? Donc, c'est ce passage de là à là, maintenant. Ben, parce que ça vient du fait que 2 tiers, c'est l'inverse de 3 demi. Mais pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai fait ce travail-là, ici? Pour refaire apparaître exponentielle de x, pour faire apparaître cette limite qu'on connaît. Parce que dans le cours, il n'y a pas marqué la limite de x sur exponentielle de x, il y a marqué la limite d'exponentielle de x sur x. Donc je me suis vraiment ramené à cette limite-là que l'on connaît dans le cours. D'accord? C'est elle, notre croissance comparée. Ok, le suivant. Donc le suivant, c'est la généralisation dont a parlé Elven, c'est-à-dire, évidemment, admise, hein, on ne va pas la démontrer, sinon on pourrait faire peut-être une démonstration par récurrence ou quelque chose comme ça, puisqu'en fait, la seule chose qui change, c'est que c'est valable pour tout entier naturel n, et utiliser le résultat qu'on a. Ça doit bien marcher. Alors, à votre avis, quelle est la limite de ln de x sur x puissance n? C'est évidemment 0. Oui, le logarithme, si il perd contre le x, il perd contre toutes les puissances entières de x. Hein. Donc on l'admet, on ne la démontre pas. On vous dit cette propriété traduit le fait que les puissances x puissance n l'emportent sur le logarithme népérien, en plus l'infini. Ok? Il y a Oui, alors tu te rappelles qu'il n'y a pas qu'un seul logarithme. Donc il y a peut-être, dans la famille des logarithmes, il y en a qui ont une croissance plus rapide que les autres. Donc le logarithme népérien, ce n'est pas la fonction qui a la croissance la moins rapide. Mais parce qu'il y a d'autres logarithmes qui sont encore moins rapides que le logarithme. Mais tu as raison.
Oui, tous les logarithmes de base A, c'est-à-dire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est le logarithme, le log que vous voyez en physique, que vous utilisez beaucoup, ça s'appelle le logarithme décimal. Sa vraie notation, ça devrait être ça. Que le logarithme népérien, c'est en fait un logarithme de base E. Et donc, en fait, on peut, à chaque fois qu'on va changer la base, ça va changer le logarithme. Je vous en dirai un mot, mais je voudrais vraiment, comme ce n'est pas du tout sur ça que ça va porter pour l'instant, on fera un petit point sur, si vous voulez, les logarithmes généraux. Alors, bizarrement, c'est les STI2D, eux, ils voient, et les... Est-ce que les STMG, je ne sais plus, mais en tout cas, dans le nouveau programme, les STI2D, ils voient les logarithmes de base A. C'est-à-dire alors que vous, dans votre programme, vous n'avez qu'un seul logarithme. Donc c'est important, je vous ferai un petit point quand même sur ça, parce que ça veut dire que dans le supérieur, les logarithmes de base A peuvent intervenir. Mais ce qu'il faut savoir, je vous l'avais dit, c'est que quand on maîtrise le logarithme népérien, on maîtrise tous les autres logarithmes. Parce que d'abord, ils ont les mêmes propriétés, et on peut se ramener toujours au logarithme népérien. D'accord? Donc on ne s'inquiète pas. Monsieur, oui. vous pouvez remarquer votre log, c'était pas mal. On peut le marquer peut-être en vert. De quoi? Ce que vous avez marqué ln, c'était log de E. Ouais, on a dit qu'on ferait un point sur le logarithme. On le fera à ce moment-là. D'accord? Je vous parlerai du logarithme décimal une fois qu'on aura tout fait. Propriété immédiate. Immédiate, ça veut dire que c'est tout à fait évident. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur exponentielle de x. Ah non, ça revient pas au même. Là, c'est la comparaison entre le logarithme et l'exponentielle. Ben oui, si le logarithme, finalement, croît moins vite que x puissance n, comme on sait que x puissance n croît moins vite que exponentielle de x, ben le logarithme croît moins vite que l'exponentielle de x, ce qui fait que ce quotient-là, évidemment, il doit tendre vers 0 en plus l'infini. On peut pas faire on les résume toutes. On l'est? On les résume toutes, Alors, il y a une manière dans le supérieur de noter ça, on dit ça souvent. Oui, voilà, c'est ce que j'avais vu. Oui, c'est ça. Pardon, je vais le faire dans le bon ordre. ln de x, négligeable, c'est ces fameux négligeables, en l'infini. Hein. Voilà, c'est une manière de dire, mais ce n'est pas une notation du tout de lycée. C'est une manière de dire qu'à l'infini, exponentielle l'emporte sur x puissance n, qui l'emporte lui-même sur le logarithme. D'accord? Bon. Mais ce n'est pas une notation de cette année. Hop, c'est parti. L'utilisez pas au bac. Cette propriété traduit le fait que l'exponentielle l'emporte sur le logarithme népérien en plus l'infini. Bon, il nous reste les dernières croissances comparées, c'est-à-dire en 0. Et oui, puisqu'il y a évidemment les limites en 0 et on a aussi besoin des croissances comparées en 0. La limite de x ln de x quand x tend vers 0 plus. Alors, d'abord on essaie de trouver la réponse, la deux têtes. Déjà, on regarde qu'il y a bien une forme indéterminée. S'il n'y a pas de forme indéterminée, ça n'a pas d'intérêt. En 0 plus, le x tend vers 0 plus, ln tend vers moins l'infini. 0 fois l'infini, forme indéterminée. Alors, la question c'est, est-ce que x tend plus rapidement vers 0 que le logarithme, ou est-ce que le logarithme tend plus rapidement vers moins l'infini que x? Que x ne tende vers 0. Non, vous avez dit que... Est-ce que, qui l'emporte? Lui, il tend vers 0, lui, il tend vers moins l'infini. Qui va au plus vite. Ouais, qui va le plus vite. C'est ça. Oui, Solène. Donc toi, tu dirais moins l'infini? Moi, je dirais 0. C'est 0. Donc c'est x qui l'emporte sur le logarithme en 0. D'accord? X ln de x, ça tend vers 0. Bon, ben, il faut le démontrer, parce que là, on a besoin de convaincre Solène qui pensait le contraire. Donc il n'y a que la démonstration qui peut la convaincre maintenant. Ok. Ce qui serait bien, c'est d'arriver à faire une petite transformation
comme on l'a fait pour tout à l'heure, c'est-à-dire se ramener à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire on a deux choix, soit on se ramène à l'exponentielle, soit on se ramène à la limite qu'on a faite juste avant. Nous, ce qu'on sait, c'est ça. Pour l'instant, on sait que la limite, quand x tend vers plus l'infini, ln de grand X sur grand X, c'est 0. Et donc, ce qui serait bien, on voudrait utiliser ça, parce qu'en fait, c'est faire un espèce de changement de variable ou faire une enfin, on va plutôt le rédiger comme on l'a fait, c'est-à-dire essayer de transformer ce x ln de x pour faire apparaître ln de quelque chose sur ce quelque chose. Il faudra que ce quelque chose il tende vers plus l'infini, alors que nous, pour l'instant, petit x, il tend vers 0 plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme transformation? Je redis. Si on veut faire intervenir cette limite qu'on vient de démontrer, il faut qu'on arrive à transformer ce x ln de x en un quotient avec le logarithme d'un nombre sur ce même nombre, et il faudra que ce nombre il tende vers plus l'infini, et pas vers 0. Parce que là, pour l'instant, x tend vers 0. Oui? Alors, c'est déjà un produit. Alors, factoriser un produit, on factorise des sommes, pas des produits. Après, le plus simple, c'est de mettre ln partout, comme ça au moins on a une croissance comparée. Et en posant grand X, et voilà. Et si je vous disais que x, quand x est strictement positif, c'est l'inverse de... L'inverse de quoi? De son inverse. Vous êtes d'accord avec moi? X, c'est l'inverse de son inverse. C'est l'inverse de x. C'est l'inverse de 1 sur x. Ah, mais on met x, le grand x, c'est 1 sur x. Ok. Alors, tiens, si on imagine que grand x, si on le fait dans ce sens-là, ça pourrait être dans ce sens-là. Et si je calculais ln de 1 sur x sur 1 sur x, d'accord, en ayant posé que grand x c'était 1 sur x, ça fait combien ça? 0. Ça fait le logarithme de x. Ln de 1 sur x déjà, ça fait combien? Non. On a une propriété du logarithme. Ça fait moins ln de x. Ok, sur 1 sur x. Mais non, on multiplie pas, enfin on multiplie par x. Ln de x divisé par l'inverse de x divisé par 1 sur x, ça donne fois son inverse, c'est-à-dire fois x. Ça donne donc fois. D'accord, le divisé par 1 sur x, c'est comme multiplié par x. Ok, donc ça en fait c'est égal à ça. Ah ben parfait. À part le signe moins, on a tout ce qu'il faut. Donc si je reprends là, ça vous ne l'écrivez pas, je reprends ici. Donc ça, c'est égal, je vais l'écrire, oui on pourrait l'écrire comme ça. J'essaye de... Ok, je refais avec une étape. X, c'est l'inverse de 1 sur x. Oui. Fois ln de x, c'est moins ln de x. C'est juste ou pas? Ok. Ce moins ln de x, c'est ln de 1 sur x. Donc ça fait moins ln de 1 sur x. Et ce divisé par 1 sur x. Au lieu de le mettre en produit. Moi, je vais faire apparaître ln de 1 sur x. Alors que là, j'ai ln de x. Comment je passe de ln de x à ln de 1 sur x? Parce qu'il faut avoir le même grand x. D'accord? Bon, elle est un peu difficile, elle est un peu stratégique, celle-là, mais on pourrait le... Mais bon. Oui. Non, ça fait moins ln de 1 sur x. Ce moins-là, je le mets devant. Et c'est juste ce moins ln de x qui fait ln de 1 sur x. C'est bon?
Bon, alors maintenant, c'est bon. On a vu que ce x ln de x, en fait, on peut l'écrire comme ça. Et bien, ça y est, il n'y a plus qu'à faire maintenant les limites de composés. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x. La fonction la plus intérieure, c'est 1 sur x. C'est quoi la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x? 0 plus. Or, la limite, quand grand X tend vers 0 plus, de ln de grand X sur grand X. Parce que ça, c'est le logarithme d'un certain nombre sur le même nombre. Ça donne combien? Pourquoi c'est plus l'infini? Non, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah non, c'est le contraire, excusez-moi. Je me disais, là, ça marchait plus. Ça, c'est ça, ça et ça. Du coup, là, on a 0, même 0 plus, mais c'est 0. Et donc, par composé, la limite quand x tend vers 0 plus de ln de 1 sur x sur 1 sur x, ça tend vers 0. OK? Alors, ce truc-là tend vers 0, avec le moins devant, bah, c'est toujours 0. Hein. C'est juste que ça, c'était 0 plus. Donc, avec le moins, ce sera 0 moins. Et comme ça vaut x ln de x, on peut directement en déduire. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est 0. Et je pourrais mettre 0 moins si je veux. Vas-y, Anna, j'ai pas entendu. Pourquoi vous avez fait limite de ln de grand X sur grand X et pas limite de moins ln de grand X sur grand X? Bah, parce que moi, je veux utiliser que le truc du cours. Le truc du cours, c'est ça. D'accord? Donc, tu as raison qu'il y a le moins en plus. Mais comme ça tend vers 0 avec un moins devant. Ça ne va pas changer ta limite finale qui sera quand même 0. D'accord? Bon, je sais que ces composés, elles sont un peu difficiles mais c'est intéressant de voir que, en fait, on essaye de transformer l'expression pour refaire intervenir des limites qu'on connaît déjà. Et qu'on essaye, en fait, après Donc, il faut déjà savoir ce qu'on cherche pour être capable de penser à ce type de méthode. En fait, on est remonté, on a vu le composé ln de grand X sur X, et du coup, on est remonté après, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'on est parti de ce qu'on se disait, tiens, ça serait bien de pouvoir faire intervenir la limite qu'on avait dit au-dessus. Et donc, comment on fait pour... donc, on est parti de ça pour avoir une idée. Bon, après, là, je vous ai un peu guidé. C'est pas évident de penser à ça. Alors, le problème, c'est vous vous rappelez, pour l'exponentielle, sur les croissances comparées, il y avait une limite. J'avais oublié de vous écrire. On l'avait rajoutée, mais au début, on ne l'avait pas écrite celle-là. La limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x. Vous vous rappelez celle-ci? On l'avait, et comme en fait, on ne l'avait pas démontré, parce que je ne l'avais pas écrite au début, on l'avait rajoutée, mais comme on ne l'avait pas démontré, en fait, la démonstration, c'était le même genre. C'est-à-dire qu'en gros, on fait un espèce de changement de variable ou une décomposition comme ça, en réutilisant ça. Ça, on savait ça. On avait déjà démontré celle-là. Celle-là, on l'a démontrée avec Bernoulli, tout ça, sans problème. Et quand il fallait démontrer celle-ci, celle qui se passait en moins l'infini, bah, il aurait fallu faire la même chose, c'est-à-dire poser grand X égale 1 sur X, et refaire intervenir... non, c'était grand X égale moins X d'ailleurs, moins petit x, et refaire intervenir ça. D'accord? On aurait fait un changement de variable qui était un peu plus simple que par l'inverse, c'était avec l'opposé, mais ça marchait bien. Donc là, on l'avait admise. Je peux vous la remontrer rapidement. Non, ça va sonner, c'est pas la peine. Bon, on écrit le travail à faire. Donc, on se revoit jeudi. Donc là, on est... Demain, je me doute que ce soir, vous avez autre chose à faire. Mais, à part Guillaume. Alors, donc demain, on sera jeudi. Jeudi, on sera le 10 février. Alors, qu'est-ce qu'on a fait le 1, le 2. Alors, on va...
vous m'allez me faire le 3. Et le 4, on l'a pas fait. Hein. 3 et 4, d'accord, de l'affiche.